Bienvenue à toutes et à tous. C'est Pierre-Frédéric Le Carrère et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Cercle des Inspirations, le podcast de Côte à Côte. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jean-Charles Métayer, le gérant des producteurs du coin à Vannes. Jean-Charles nous raconte son parcours, il nous parle de son engagement pour valoriser l'agriculture paysanne depuis le début des années 2000, ainsi que de l'évolution du métier d'agriculteur et de l'ensemble des problématiques générées par le système actuel. À la fois paysan et commerçant, Jean-Charles symbolise le vent de fraîcheur qui souffle sur le milieu agricole depuis plusieurs années. Si vous êtes de passage sur Vannes, passez voir Jean-Charles et découvrez les producteurs du coin. Cela vaut le détour. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Tous les avis sont bons à prendre. Je vous souhaite une bonne écoute. Moi je m'appelle Jean-Charles Métayer, j'ai bientôt 48 ans, parcours un peu atypique. Je suis un ancien infirmier de bloc opératoire, j'ai fait ça pendant 13 ans, je travaillais à Lorient, entre les Lorient. Et je me suis reconverti dans le milieu agricole, donc ça c'était dans les années 2005. J'ai monté une ferme avec mon frère, à Colpo, là tu vois, entre les Prunes et Vannes. Volaille bio, transformation, conserverie, à la ferme, donc un gros projet, donc avec un atelier de cuisine, autoclave et tout le truc. On est parti de zéro, une parcelle nue avec un hangar. On a monté un labo, on a fait des parcours pour les volailles, et tout ça, tu vois, c'était un peu périlleux, mais bon, c'était une belle aventure. Ensuite, on a commencé comme tout le monde dans ce genre d'aventure, il faut vendre ses produits, c'est pas tout les produire, donc on a démarré sur des marchés, les AMAP, on faisait partie au début des premières AMAP du secteur du Sud-Morbihan, on s'est regardé d'où ça venait les AMAP, on se renseignait, les AMAP existaient beaucoup au Japon, ça arrivait sur le Japon, un peu Amérique du Nord, ça avait commencé, un peu de pays nordiques, mais pas trop encore. Est-ce que tu peux expliquer aux gens justement qu'est-ce qu'une AMAP pour ceux qui l'AMAP, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, ça littéralement ça veut dire ça. Et en fait, c'est un soutien de consommateurs à des producteurs. En fait, ça leur garantit déjà avant la production que leurs paniers, notamment de légumes ou leur poulet ou leur fromage, seront déjà vendus avant la production. Donc, en gros, c'est une espèce de coopérative, c'est un engagement de clients sur le moyen terme ou sur le long terme. En général, c'est des contrats pour minimum un trimestre, tu vois. Et certains prennent même carrément des contrats sur un an. Et toutes les semaines, c'est un système de panier en fait, qui est remis le consommateur vient chercher son panier. Alors, certaines AMAP, au début, on était on était très utopiste. On demandait même aux clients de venir intervenir sur les fermes pour des coups de main ponctuels. Au moment, on s'est rendu compte que c'était un facteur limitant, parce que les gens ils veulent aussi être militants. Dans le facteur limitant, il y a militant aussi, si tu veux. Mais on ne peut pas leur demander plus, quoi. Donc ça, c'était au début. On était tous très utopistes, les clients, les producteurs. C'est vrai, je sais, j'adorerais aussi faire comprendre aux gens, même venez avec vos enfants sur le lieu de culture, regardez d'où il vient le produit, c'est pas juste il est dans le rayon et d'où ça vient. Quoi. Et ce qui a permis déjà de recréer ce lien producteur-consommateur, ça c'est déjà quelque chose d'hallucinant pour beaucoup de producteurs et beaucoup de consommateurs. Donc ça a été donnant-donnant, parce que nous on recevait beaucoup d'énergie de la part de nos clients, et les clients redécouvraient ce lien qu'ils pouvaient avoir avec ce qu'ils allaient mettre dans leur assiette. Quoi. Ouais. Et c'est quelque chose qui, je pense, dans les années 70, 80, on avait complètement perdu. Quoi. Et là, on a redonné un peu cet élan, donc ça, c'était sympa. Au bout d'un moment, tout ça s'est multiplié. Donc moi, je fais partie de ces réseaux bio du départ, là, tu vois, des années 2000-2005. Où ça partait un peu dans tous les sens, il n'y avait pas tellement d'organisation, on était un peu fédérés par des groupements d'agriculteurs bio, tu vois, les GAB, des choses comme ça, mais ça partait un peu dans tous les sens. Donc chacun faisait un peu ses petits marchés, à droite, à gauche, on était les uns à côté des autres, et puis au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une réflexion un peu plus globale, et c'est là que sont apparus les premiers magasins de producteurs. C'est-à-dire qu'on s'est dit, plutôt qu'à être à 15 producteurs sur un marché, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de se regrouper tous sur un même lieu et de se partager en fait un facteur travail beaucoup plus dynamique, et nous consacrer plus sur le côté production et laisser la vente à un ou deux ou trois producteurs qui seraient disponibles pour ce genre de vente pendant quelques demi-journées par semaine, tout ça.
Donc ça a été il y a une dizaine d'années en fait. On vraiment presque collaboratif sur le... Ouais. Dire on a un espace de vente, on a nos cultures, Ouais. et du coup on essaie de trouver du temps pour avoir un petit peu de temps en espace de vente. C'est ça, c'est ça. Et répondre aussi à une clientèle malgré tout moderne qui souhaite passer vite fait après le boulot, avoir un parking, être à l'abri, voilà, tout en respectant ce côté vente directe du producteur. C'est-à-dire elle veut quand même rencontrer le producteur, profiter aussi d'un prix producteur, c'est-à-dire pas avoir un intermédiaire, une coopérative, je sais pas, sans citer les noms, mais où ils ont des charges de structure tellement importantes qu'ils sont obligés de marger énormément sur les produits. Et donc ça a été le début des magasins producteurs comme ça. Sauf qu'au départ, on n'était ouvert que des demi-journées. Ce magasin ici, les producteurs du coin à Vannes, on a été ouvert pendant 5 ans, que 3 demi-journées par semaine. Avec au départ, on était 11 producteurs, mais il y a 7 ans, on était 11 producteurs. Et aujourd'hui, ce magasin, on regroupe une 60aine de producteurs. Donc, avec la grosse énergie, la grosse cinétique d'un groupe composé de beaucoup de producteurs, c'est une énergie très positive, mais à un moment aussi, ça devient freinant. C'est-à-dire que c'est un groupe, ça devient une dynamique de groupe, avec tous les rôles dans un groupe, les dominants, les dominés, les réfractaires, les anxieux, et finalement on se retrouvait après, au bout d'un moment, avec une dynamique qui était plus antiproductive que productive. Et aussi un système on a été confronté au bout d'un moment à un système de participation des producteurs, alors soit financière, c'est-à-dire sous le terme de la commission que le magasin prenait, soit une participation financière, soit une participation physique par les permanences ou dans l'appartenance à une commission. Ça peut être une commission salariée, une commission bricolage, une commission gestion, une commission communication, etc. Donc on demandait de l'engagement des producteurs. Et avec des producteurs de moins en moins disponibles et de plus en plus aussi dispersés sur leurs différents réseaux de vente. Et ce qui fait que, à un moment, ça devenait bloquant. Et c'est là que cette dynamique de groupe est devenue un moment antiproductif. Donc on ne pouvait pas devenir plus performant et en même temps les producteurs ne pouvaient pas fournir plus. Parce que oui, justement, si je comprends bien, du coup il y a les producteurs qui mettaient à disposition leurs marchandises du coup ici. Oui. Mais ils avaient aussi d'autres points de vente à côté. Ça. Donc il y avait à chaque fois. Et pas forcément se contenter de se dire j'ai qu'un seul point de vente sur ce territoire-là, peut-être un autre point de vente sur ce territoire-là. Et peut-être de s'éparpiller un petit peu trop, même est-ce que le consommateur s'y retrouve justement. Tout à fait. Et avec des systèmes en plus d'engagement dans les magasins, on essaie de définir des schémas les plus justes par rapport aux producteurs, c'est-à-dire c'était pas forcément ceux qui faisaient le plus gros chiffre d'affaires qui devaient rendre le nombre d'heures le plus important. Mais en même temps, on se trouvait un peu coincé comme ça. C'est-à-dire que les plus gros chiffres d'affaires s'engageaient à faire le plus d'heures, même si on mettait des fois des heures équitables, des choses comme ça. Ça devenait un peu une usine à gaz à gérer. Oui, parce que pour les rotations, c'était sur la base au départ un petit peu du volontariat où il y avait quand même... Ouais, alors l'idéal aurait été au départ, très schématiquement, 20 producteurs, 20 demi-journées à répartir. Chacun fait sa demi-journée. Sauf que certains qui vendaient, je sais pas, une moutarde à 3,50 € par semaine et l'autre qui vendait pour 1 000 € de cochon, on se dit c'est bon, je l'ai autant de temps. Voilà. Donc là, à un moment, ça coinçait. Donc on s'est mis des choses au prorata, des chiffres d'affaires, qui pour moi n'a jamais été une très bonne approche. Un chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Je prends toujours l'exemple, tu peux acheter une pépite d'or à 1 million d'euros le jeudi, tu peux la revendre dans un magasin de producteur à 900 000 € le lendemain, tu vas faire le chiffre d'affaires du siècle au magasin de producteur, mais tu es déficitaire. Donc un chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Donc c'était comme ça, c'était une approche. Moi, au bout de 13 ans dans mon activité agricole, l'élevage, je me suis dit que c'était un peu lourd. J'ai eu des événements avec associé, mon frère qui a souhaité partir. Un salarié avec qui c'était une forme d'association, c'était un super salarié qui m'avait annoncé qu'il voulait partir aussi au bout d'un moment, il voulait faire autre chose, il voulait s'installer. Et là, je dis, j'ai plus l'énergie de continuer à partir de tout ça tout seul, toute la partie élevage. Donc moi j'ai proposé à ce salarié de reprendre la partie élevage, donc j'ai laissé ma partie élevage et j'ai gardé que la partie culture aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui je suis un paysan commerçant si tu veux. Donc, je continue à faire des... C'est ce que tu me disais au départ, c'est moi aussi je suis producteur. Ouais, je continue à faire des... c'était ce midi, là tu vois, j'étais à la ferme là, pendant la pause, à trier des céréales et à fabriquer de l'aliment pour les volailles que je vends en direct comme ça avec les clients, pour les petites basses-cours de particuliers.
Et donc ce qui m'a permis de garder aussi mon statut paysan, parce que pour moi c'est quelque chose d'important, pour être crédible. Et puis voilà, j'ai aussi des engagements politiques à côté. J'étais président du GAB là, pendant 3 ans. Là, je viens de laisser ma présidence, mais je garde aussi des mandats au niveau du GAB, le groupement des agriculteurs bio, et des mandats aussi régionaux, tu vois, donc c'est l'investissement aussi au niveau de l'agriculture bio. Et donc j'ai proposé à ce collectif de producteurs dans ce magasin de reprendre le magasin en gérance. C'est-à-dire qu'on a monté une SAS, Société à Action Simplifiée, où moi j'ai des parts sociales majoritaires, ce qui me permet de décider quand même au final s'il y a des points bloquants. Mais l'association des producteurs existe toujours et on travaille ensemble. C'est-à-dire que là on a fait une réunion encore il y a 15 jours, 3 semaines, où on a remis tout à plat en disant ça oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on trouve que tu fais un peu trop d'achat à revente là-dessus, ça si, machin, etc. Donc il faut trouver ce juste équilibre là-dessus. Donc actuellement moi je suis gérant salarié du magasin, avec Hayley qui est salarié aussi du magasin. Donc on est 2 salariés et on est complété par les producteurs, par l'association des producteurs qui viennent prendre des demi-journées de permanence. Donc on a 3 demi-journées de producteurs par semaine qui viennent nous soutenir, mais pour le producteur, concrètement, ça se transforme en une présence d'une demi-journée tous les 5 semaines. D'accord. Et le reste, il ne gère plus rien. Oui, et puis c'est vraiment là, finalement sur la vente de tous les produits. Ce n'est pas seulement juste son produit attitré. Alors on essaie de communiquer, le producteur avec son badge, de façon à ce que le client mette une tête aussi sur les produits. Et ça redonne vraiment du lien, quoi. Et c'est la différenciation avec peut-être des coopératives un peu plus grandes où les producteurs mettent leurs produits, mais on ne les voit jamais. Donc, et ici, c'est vraiment notre force, c'est notre concept et notre approche, c'est vraiment ça. Parce que les habitués, finalement, au bout de 3-4 mois, auront vu presque tous les producteurs qui fournissent. Tout à fait. On a une 60aine de producteurs avec des formats différents. Qu'on appelle les producteurs permanenciers, donc ceux qui participent à la vente du magasin, et les producteurs déposants, eux qui disent je fais que déposer, donc la marge n'est pas la même sur les produits que le magasin prend. Un c'est 15% et l'autre c'est 30%. Et puis tu as des gros producteurs où c'est très visible, donc tu dis là il y a tel et tel fromager, puis on a des petits trucs, tu vois, de poudre, d'ortie, choses comme ça, où c'est moins visible après quoi. Après, si on prend le temps de regarder aussi, c'est impressionnant. Ah oui, tu vas voir, les différents trucs. Et plus on complète avec des épiceries, plus l'achat à vendre, des épiceries généralistes, en faisant gaffe aussi, attention d'où viennent les produits, en essayant de faire le plus local possible. On sait qu'on ne peut pas non plus tout faire parfaitement. On peut essayer d'avoir la meilleure des démarches possibles. Je pense que c'est ça qui est déjà important. D'avoir une démarche la plus raisonnée possible. 60% ou 70% du magasin. C'est à 50 km autour. Donc je pense que déjà avec ça, la démarche est top. On peut pas. C'est facile de critiquer, de dire tu fais pas ça comme ça. Moi je pense qu'il faut déjà valoriser tout ce que vous faites. Puis ça fait une dynamique aussi de groupe. Chaque producteur est au courant des difficultés de collègues, des évolutions sur sa ferme. Tiens, il y a un nouveau fromage, machin. Tiens, il fait plus ça, qu'est-ce qui se passe? Les légumes c'est comme ça, etc. Ce lien social aussi. Oui. Aujourd'hui on est vraiment au-delà d'un côté commercial, on est vraiment dans une dynamique collective aujourd'hui. Et nous on reste convaincus dans notre mode de fonctionnement qu'il n'y a que ces mouvements collectifs qui peuvent ressortir d'une énergie positive. Il n'y a que ça. Individuellement on n'a aucune force, on est trop absorbé par notre quotidien, par les charges, la charge mentale qui est énorme quand tu es agriculteur. Tu te lèves agriculteur, tu passes ta journée agriculteur, tu te couches agriculteur, tu rêves agriculteur, le peu de week-end ou peu de vacances que tu as, tu es encore agriculteur. Donc là, il y a une charge mentale qui est énorme. C'est la grosse difficulté que rencontrent beaucoup d'agriculteurs conventionnels qui sont seuls sur leur ferme, comme moi, ils sont plus de sens. Il y a cette charge mentale, la charge administrative qui est énorme. C'est qu'aujourd'hui, on te demande en tant qu'agriculteur d'être un gestionnaire, un chef d'entreprise, un employeur, un comptable, un communicant, un agronome, si tu veux bien gérer tes terres, un bon technicien. Moi, j'ai quitté un métier d'infirmier de bloc opératoire hyper technique. On me dit « Oh, le métier, tout ça ». Le métier d'agriculteur, pour moi, est 10 fois ou 20 fois plus complet aujourd'hui. Et on arrive, malgré tout, à donner de la modernité à ce travail, à ce métier. On sort de cette image de l'agriculture
la ruralité pure et dure. On peut aussi avoir des activités à côté. Moi, je fais beaucoup de kayak, je fais de la voile, je fais de la marche nordique. Voilà, j'ai aussi envie de prendre soin de moi, prendre soin de mes proches aussi. Et je sors la tête du guidon du tracteur, quoi. Ça m'arrive quand même. Tu vois, c'est pas... Et aujourd'hui, dans nos collectifs, là, on a, c'est 90%, 95%, cette optique. Là. Et beaucoup de fermes, dans cette résilience, arrivent à en vivre largement, quoi. On a des exemples, je pense, nos collègues de Questembert, une ferme de vaches laitières avec transformation. Ils sont une valeur de 4, ce qu'on appelle des UTH, unités de temps plein, hebdomadaires, sur une ferme qui doit avoir 27 vaches et avec 50 hectares de terre. Donc c'est des systèmes qui quand même posent question pour beaucoup de personnes. C'est vrai qu'il y a d'investissement, mais ils prennent des week-ends, ils prennent des vacances, ils prennent des envies de famille. Oui, ça va de sortir de ce modèle. Moi, pareil, mes grands-parents étaient là-dedans, gestion des bêtes, des terres. Et c'était vraiment que la vie à la ferme. Finalement, il n'y avait pas de loisirs à côté, c'était mon exploitation. Et est-ce que vous pensez que ça serait possible, justement, là, quand on parlait des rotations, des demi-journées là, que vous instaurez au magasin, de se dire aussi sur le côté agricole, d'instaurer des rotations entre ces différents producteurs, ces différents agriculteurs, où la pénibilité finalement soit aussi moindre, quoi, la pénibilité au travail? On pourrait imaginer, oui, des organisations comme ça. Pour des fermes vraiment ressemblantes, je parle en vache laitière, tout ça. Après, il y a quand même sur chaque ferme, il y a des petites spécificités qui sont des fois un peu bloquantes. Il y a toujours la vanne là, la petite vis là, il y a les petits trucs qui des fois sont un peu bloquantes, mais pourquoi pas, oui, on pourrait imaginer. Nous, on avait imaginé, par exemple, pour les magasins de producteurs, comme on a plusieurs magasins de producteurs ici dans le Morbihan, imaginer un pôle de remplacement, par exemple, un pôle de remplacement pour les salariés, pour prendre des vacances, pour fermer le magasin, pour que les gérants partent en vacances, etc. On avait imaginé comme ça. Ouais. Et on a imaginé aussi sur les fermes d'avoir des salariés qui tournent, notamment sur les fermes maraîchères. Cette semaine, moi, j'aurais besoin d'un salarié pour un coup de main de désherbage. La semaine prochaine, j'en aurai pas. Je te le donne, machin. Enfin, c'est un espèce de groupement d'employeurs, en fait. C'est des choses qui peuvent exister et qui existent déjà. Puis il y a peut-être des relais de formation aussi. Mais aujourd'hui, nous, c'est pas trop ça aujourd'hui qui nous inquiète dans le monde agricole, c'est plus la pérennité du métier, tout ce qui est installation-transmission. Aujourd'hui, dans 10 ans, il y a 50% des fermes qui vont disparaître, il faut le savoir. Déjà aujourd'hui, quand on voit le nombre d'agriculteurs, le nombre de suicides qu'il y a chaque année. Donc la seule issue de ça, c'est défendu par les chambres d'agriculture et tout ça, c'est la fusion-absorption, c'est-à-dire que je récupère les terres du voisin, je passe de 100 hectares à 140, 4 ans après, l'autre voisin il arrête, je passe de 140 à 200 hectares, alors que nous on sait très bien que la résilience c'est dans des fermes entre 20 et 50 hectares, on peut faire plein de choses. Oui, justement, est-ce que le modèle, plutôt que d'aller encore vers le toujours plus, plutôt de se dire respectons des parcelles finalement d'une certaine taille, on ne va pas aller dépasser cette taille-là, ça fournit du travail à tant de personnes. Justement, il a peut-être son réseau de tant de personnes derrière et il arrive à en vivre. Et que chacun finalement arrive à en vivre plutôt que de se dire il faut que je gagne plus que celui d'à côté. Et au final, il ne gagne pas plus. La problématique, c'est ça, c'est qu'au final, il ne gagne pas plus. Il y a plus d'investissement. Ils sont riches propriétaires ou riches emprunteurs à la banque, et au final, ils ne gagnent pas plus. Et puis, ils chargent pas n'importe charge mentale, c'est de fou. Ils gagnent pour des câbles, de toute façon, ça, c'est pas tenable. Et ça, et puis. On a notamment au sein du groupement agriculteur du Morbihan, le GAB, on a pas mal de demandes sur le projet collectif. C'est-à-dire des gens qui se disent, plutôt qu'avoir un tracteur pour moi tout seul pour ma production laitière, je peux aussi avoir un tracteur qui serait mis en commun avec un collègue maraîcher à côté, un collègue apiculteur, le collègue apiculteur utilise qu'une moitié du hangar qu'on veut ensemble, etc. Enfin, voilà. Et on a des projets, des installations de... Salut, ça va ? Ouais. Et on a des projets d'installation à plusieurs maintenant. On a beaucoup de projets comme ça qui font jour. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, là aussi, ça sous-entend la gestion du collectif. Oui, c'est comme les espaces de vente en ligne, ça de tout le temps se répartir aussi. Ça. Il y a un prix d'achat ou il y a un prix d'investissement. Si tout le monde en met un petit peu, chacun après aussi peut exploiter cette oui, des cagnottes en ligne, des choses comme ça. Ouais.
Et donc voilà, donc ça c'est la mission de pouvoir défendre un modèle aussi agricole différent et favoriser l'installation et je veux dire redorer un peu le métier d'agriculteur chez les jeunes, quoi. Mais quand je dis chez les jeunes, ça démarre au lycée, au collège, quoi. C'est-à-dire accepter dans les orientations d'étudiants aujourd'hui, mais ça démarre jeune, je dis directement, redorer aussi le côté lycée technique, collège technique, redonner une approche agronomique très vite, très tôt. Peut-être revoir carrément un modèle d'enseignement, c'est-à-dire que plutôt que nous formater, nous préparer qu'à devenir que des sachants, il faut des faisans, quoi. Et on peut être sachant-faisant. Le métier d'agriculteur, c'est vraiment ça, quoi. C'est qu'un métier de sachant-faisant. C'est-à-dire qu'il faut de la connaissance, mais on ne fait que de l'application de la connaissance. Parce que tu ne peux pas t'improviser. La nature, c'est personnes ont juste l'impression que c'est juste je vais mettre mes mains dans la terre. Non. Mais quand tout jeune, tu engages dans un modèle éducatif et un modèle pédagogique normal, c'est-à-dire que tu marginalises pas cette activité-là. Si un jour on a un gouvernement suffisamment cohérent et suffisamment, convaincu, suffisamment ferme pour dire dans le programme éducatif, maintenant on fera une demi-journée de théorie le matin, l'après-midi on fera une approche du bois, une approche des métaux, une approche agronomique, une approche... déjà, ça redonnera du goût certainement aux enfants d'aller à l'école. Et ça suscitera des vocations. Je pense qu'on a un lycée, par exemple, le collège Carpouze à Orange. Ils ont, pour la première année, on les a aidés, le Godemont d'agriculteur bio, ils font une formation en viticulture. C'est la première formation de viticulture de Bretagne qui est en place, quoi. C'est innovant, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, qui va être porteur, malheureusement avec le réchauffement climatique. Mais sans parler de faire de la vinification, on peut faire du raisin de table, on peut faire des choses comme ça. Fixer les lieux de formation et les moyens aussi derrière de former aussi correctement. C'est une politique globale. On a du mal à comprendre aujourd'hui comment, dans le programme pédagogique, c'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire, même pour les tout petits, on va dire, allez, on commence au collège peut-être, et même dès les tout petits, on va parler de photosynthèse, on va parler de... C'est pas compliqué à expliquer comment ça marche une plante, comment ça marche, pourquoi elle produit, pourquoi elle arrive à produire de la protéine, pourquoi elle capte de l'azote. L'azote, c'est quoi? C'est ce qu'on a dans l'air. Donc c'est important d'avoir des plantes qui captent l'azote, qui captent du carbone, qui vont résoudre aussi le réchauffement climatique dès tout petit. Et ça, quand tu expliques ça à des jeunes générations aujourd'hui, rapidement, on se dit, moi, mon métier demain, je veux que ça ait du sens pour la société, je veux que ça ait du sens pour moi. Je vais m'orienter vers un métier comme ça. Quand ces approches-là ne sont réservées qu'à des experts de la biologie, qu'à des experts d'agronomie, parce que les mecs, ils ont décidé de faire une école d'ingénieur agronome, c'est trop tard, parce qu'on en a loupé, on en a laissé sur le bas de la route des millions d'étudiants qui, au final, se retrouvent dans des... Je sais pas, c'est pas des dénigrements, mais dans des métiers trop chiants, quoi, pour eux, quoi. Alors certains sont passionnés de comptabilité, adorent se retrouver enfermés. Quand il y a des spécialistes en tout cas, qui sont faits pour un domaine de travail, il n'y a pas de problème. Il y a tellement de personnes qui ont été formatées, à qui on a dit il faut que tu fasses un DESS de ça, ou un doctorat de ci, ou un master de ça. Et là, tu auras un niveau social hyper important. Qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Qu'est-ce que c'est chiant. Quelle expérience on a accumulée jusqu'à aujourd'hui, et moi c'est tout ce que j'ai fait à côté. Ce ne sont pas forcément mes études, c'est plus les rencontres de diverses personnes sur différents territoires, mais c'est d'avoir été éducateur 7 ans, c'est toutes ces choses-là, d'avoir travaillé aussi avec mon père qui est menuisier charpentier, mes grands-parents sont du milieu aussi rural. C'est pour ça aussi que je me dis aujourd'hui, mais il y a tellement de choses à faire sur nos territoires, c'est devant nos yeux et personne finalement prend le pas de se dire j'ai un petit peu de déni là, je mets ça de côté. C'est pas ma question, moi je vais aller dans une grande ville travailler, avoir tous ces services, à quoi ça te sert, tu tournes en rond. Et quand on voit derrière le peu d'importance qu'on laisse à ça, que cette société laisse aujourd'hui, on fait une campagne présidentielle absolument d'une nullité absolue, je vais expliquer. On parle de contemporanéité, de modernité, des hommes, des experts de que dalle, de rien, les gars, mais c'est honteux. C'est honteux qu'aujourd'hui on arrive avec des dirigeants, quelques partis politiques qui soient, on n'en a rien à faire de droite, de gauche, d'une vision complètement apolitique. C'est incroyable. La régression politique, c'est-à-dire la politique dans le sens de l'organisation de la société, des projets de société, le projet du vivre ensemble, c'est du... Justement, je pense moi que le vivre ensemble, qui c'est qui le prône, c'est vous.
Ce sont des initiatives comme ça. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on se retrouve, malheureusement, on fait de l'entre-soi, quoi. Tu vois, on se retrouve en discutant avec les clients ici, les gens nous disent, voilà, quoi, on vient là parce que les produits sont bons, mais il n'y a pas que ça. On vient là aussi parce que quand on est à la caisse, on arrive à discuter, quand on rencontre des producteurs, on arrive à échanger, on arrive à... C'est une tristesse. C'est comme les associations, que ce soit sportives ou culturelles, voilà, ça permet de réunir les gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement d'interactions à travers le digital qu'on se dit, ouais, c'est super. Mais quelle vraie rencontre j'ai faite aujourd'hui, quel moment j'ai passé à parler de plus de 20 minutes avec une personne. Ah non, je lui ai envoyé 4 messages, il va bien. Tu penses vraiment qu'il va bien? C'est ce qui veut te faire comprendre. Mais de retrouver vraiment les rencontres humaines. Et nous, c'est ce qu'on a la volonté de faire avec Côte à Côte, c'est de réunir toutes les personnes motivées, ceux qui n'ont pas envie de venir. Finalement, je ne vais pas dire que c'est pas notre ressort, mais ils viendront quand ils voudront. On n'a pas à les convaincre, on ne va pas changer les gens. Après, comme tu dis, il y a un problème peut-être de temporalité. C'est peut-être pas le moment pour certains encore. On n'est pas arrivé encore assez bas pour... Non, mais on se demande qu'est-ce qu'il faut. Où est-ce qu'il faut que ça arrive pour... On baisse les bras, après, il y a des jours je suis dépité, il y a des jours je me dis, on est dans le bon, et puis comme tu dis, on fait ce qu'on peut. Quoi. Et moi, je me sens du bon côté obscur de la force. Oui, c'est vrai que c'est les montagnes russes de dire je suis engagé, mais c'est tellement... on revient à la charge de travail, charge mentale. Et nous, quand tu as des mandats en plus un peu politiques, où tu es confronté à des responsables régionaux, des élus départementaux, des préfets, les gars, ils n'ont rien à faire. Ils sont absolument pas sensibles à ce que tu leur dis, parce qu'ils ont des objectifs, ils parlent d'emploi, de conséquences sur l'agroalimentaire, sur machin, sur les gens. Là, on a des exemples avec les paliers, tu vois, c'est un truc... c'est que la conséquence, ça fait 15 ans qu'on sonne la sonnette d'alarme, qu'on leur dit, à force de mettre dans des cages des clones de plus en plus intensifs et tout ça, sponsorisés, c'est des usines sponsorisées par des aides régionales, quand même. Des aides publiques, c'est ton argent qui sponsorise des choses comme ça. C'est du pain béni pour les virus. Et là, le Covid en est encore un autre. Le Covid n'est ni plus ni moins lié qu'à une baisse de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de virus à qui on a donné de plus en plus à manger, donc qui sont dans des conditions optimales de multiplication, et avec une population en face qui est de moins en moins nombreuse. Là, on a une dernière étude américaine, c'est 27% des insectes en 15 ans qui ont disparu. 27%. Et on est de moins en moins nombreux à se les partager, c'est de nombreux virus multipliés, et en plus, on est tous les mêmes. Donc là, je ne parle même pas des allergies qui arrivent, c'est catastrophique dans quelques années, les gamins. Les bactéries aussi qui se libèrent quand on va dans les glaciers. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on était réunis avec le cas de la grippe aviaire, avec le préfet, là, on disait, non, mais, je sais pas, ça fait 15 ans qu'on s'est... Ah oui, mais là, monsieur Météo, il faut qu'on gère la crise. Ah, mais on ne va pas faire que gérer les crises, quoi. Au moment, il faut qu'on ait un travail, qu'on ait un travail de fond plus important. Mais ce ne soit pas juste éteindre des feux, c'est anticiper et de se dire que ça ne s'allume pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a le feu, on reprend là tous les ans, mais on débroussaille toujours pas, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi? On fait des pare-feux, on fait ça, non. Mais là, il faut le feu, il y a le feu. Bah oui, il y a le feu, mais... Justement, est-ce que vous avez des aides, justement, quand même de la part que ce soit les collectivités ou départements ou des aides par rapport à tout ce que vous mettez en place, je sais pas, des subventions, des moyens humains ou... Très concrètement, tu vois, un magasin comme ici, on est proche d'un gros axe. Et en fait, on est bien situé, mais on est mal situé, on n'est pas visible parce qu'on n'a pas les moyens d'être dans le classement numéro 1, comme ils disent. Tout affichage qu'on fait, alors qu'on représente comme l'ancrage territorial, une soixantaine de producteurs qui vont de Questembert à Auray, on va dire, et plus au nord, ici de Vannes. Dès qu'on essaie de faire une identification fléchée, on se fait enlever les panneaux par la mairie de Vannes, ou le département ne veut pas qu'on affiche des choses. Le camion que j'ai fait floquer, des fois je le mets au bord du rond-point, j'ai la police qui me demande de l'enlever parce que c'est pas un parking, etc. Donc, quand tu me parles d'aide, non. C'est plus des bâtons dans les roues. Non, c'est-à-dire que c'est une politique globale pour tout le monde, c'est la même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faveur aux uns aux autres, quoi. Mais quand on est en train d'entendre, on entend des choses, de dire là on va vers la transition écologique, on pense à l'environnement et on voit des comportements comme ça, on se dit mais attendez, là moi au quotidien justement j'essaie de tout mettre en place pour faciliter ce que vous êtes en train de demander et tout le message politique. Et derrière, finalement, je peux pas mettre mon camion... Mon pauvre monsieur, si je vous autorise, pourquoi pas le réparateur de pare-brise, pourquoi pas le débosseleur à côté, pourquoi pas le peintre de la rue, pourquoi pas... on peut pas commencer à faire ça, monsieur, c'est pas possible. C'est la réponse qu'on a, quoi. Et à la fois, je les entends.
Je dis ouais, je dis maintenant l'impact derrière sociétal, c'est quoi sans dénigrer mes voisins, Surtout quand on voit l'importance qu'ont pris les grandes surfaces, et là pour le coup c'est vraiment. Par exemple, la direct aux grande accès, surface, tu vois en face, la Super U, enfin Hyper U pour pas la nommer. Ils ont fait un parking magnifique à plusieurs centaines de millions d'euros, éclairé jour et nuit, avec des grands tableaux digitaux qui s'allument, des publicités, des choses qui en 2022 paraissent complètement ahurissantes. Que des enseignes comme ça aient encore le droit de faire des choses comme ça. Au niveau énergétique, c'est des capteurs au sol pour indiquer le nombre de voitures, le nombre de places liées, etc., etc. Eux, ils ont des affiches partout toute l'année, promo sur ça, promo sur ça. Et après, nous, on nous parle de pollution visuelle. On dit, mais eux, c'est différent. Ils sont attaqués, ils ont sans doute des procès, mais ils peuvent faire payer les procès pour. Voilà. C'est là qu'on se dit. Ouais, et puis ils mettent le gros chèque pour. Qui fait tout le monde. Là, ça devrait être la commune de Saint-Avé, de l'autre côté, là, qui devrait se dire on pourra faire ça, mais c'est une taxe professionnelle, j'imagine. Est-ce que ça leur rapporte une taxe d'affichage, là, c'est un grand magasin comme ça. Pour la ville de Saint-Avé, c'est une manne. Et si la ville de Saint-Avé commence à le toucher hyper haut, il peut dire attendez, on se pose la question de déménager là. Non. Ouais, c'est pour ça, c'est peut-être aussi repenser tout le système et faire comprendre aux consommateurs que beaucoup de personnes disent ouais mais c'est pas de ma faute ou c'est pas moi qui vais changer la chose, mais en disant mais si on boycotte là pendant un jour justement l'Hyper U et puis qu'on va vraiment par contre sur tous les producteurs qui sont à côté, vous verrez la réaction justement peut-être derrière et que là la municipalité va se dire non, mes concitoyens vont vers cette démarche-là, je peux pas aller à leur rencontre. Mais c'est sûr que si la majorité continue d'utiliser entre guillemets la facilité, parce qu'aujourd'hui c'est plus la facilité, ça sera difficile de convaincre tout le monde, quoi. Alors que si on leur fait comprendre que nous peut-être à leur tour, c'est peut-être aussi à d'autres acteurs autour de services de mettre en valeur justement les producteurs, toutes vos démarches, parce que vous le temps vous le passez ici ou vous le passez sur vos terrains, donc vous n'avez pas non plus tout ce temps de communication. Et peut-être quand tout à l'heure on parlait de métier sur la formation, c'est vrai qu'il y a le côté agricole sur mon exploitation, mais il y a aussi de se dire peut-être que je vais pouvoir passer ma vie à relayer le travail de tous ces gens-là, et nous c'est ce qu'on souhaite faire, on verra bien jusqu'à où ça va, et c'est de se dire nous notre rôle, il y a tous ces gens-là qui se butent pour nous finalement, il faut qu'on les mette en valeur, quoi. Et on est jeunes, on a cette énergie, on peut aller parler aux gens, on peut aller leur voir, leur faire comprendre. Et surtout qu'aujourd'hui on est confronté à une société qui se déresponsabilise complètement. C'est jamais de ma faute. C'est toujours. Moi, je le fais pas parce qu'on m'a pas donné les moyens de le faire. Ou je vous demande d'enlever le panneau parce que le règlement est comme ça. Quand tu dis à un moment, si vous dites pas à un moment que c'est une aberration, qui va le dire? Ah ouais, mais non, c'est pas moi qui décide. Et qui décide au final? C'est. On sait plus, quoi. On sait pas. Et quand on pose des questions comme ça déstabilisantes, qui décide? On a des banques qui nous mettent Je me suis pris la tête il y a 15 jours avec la banque qui suit le magasin, qui nous met des frais de commission de mouvement, des choses comme ça, c'est des trucs. Mais qui décide le truc? C'est pas des histoires de découvert, c'est de l'argent sur le compte, c'est des histoires de frais. Plus vous faites des débits, plus les frais de commission de mouvement, c'est rien, c'est tous les trimestres, c'est 80 balles, c'est 78, c'est machin. Je dis mais c'est quoi, c'est argumenté comment ça? C'est pour sécuriser les débits que vous faites et tout. Je dis ouais, d'accord. Et quand je fais des crédits, vous me remboursez un peu aussi, parce que je vous amène? Ouais mais non, enfin, on sait que c'est opaque. Mais je dis qui décide ça? C'est pas nous, c'est le règlement, c'est machin. Mais on va où, quoi? Pour terminer cet entretien, Jean-Charles nous donne un dernier conseil. Il encourage toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager dans le milieu agricole. Pour moi aujourd'hui, malheureusement, c'est peut-être un des derniers métiers qui a vraiment du sens sur cette planète, quoi. Ce métier d'agriculteur ou de transformateur ou de commerçant dans ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment... ça fait partie des derniers métiers qui ont du sens, quoi. Là, on parle même pas de gagner sa vie, on parle de la pérennité de l'espèce, on parle de résilience climatique, on parle du lien social, on parle de... Donc, aujourd'hui, je comprends même pas qu'il n'y ait pas plus de vocation qu'aujourd'hui, tu vois. Je dirais, il faut y aller. C'est sûr que c'est pas facile, mais je crois que ça sera malgré tout plus facile que ceux qui n'y seront pas allés, quoi. Pour moi, aujourd'hui, c'est anticiper. Parce que nous, on est prêts à ça. Nous, là, on entend sur les réseaux que c'est la perte des importations, c'est la perte 40% d'importation du blé, des machins, des trucs. Nous, on n'a pas peur de ça, on s'en fout. On s'en fout. Nos produits ici vont très peu augmenter. Tu vois, Gaël, là,
les producteurs de fromage de brebis, il prend les salades du collègue en passant. On est autonome. On est autonome dans nos réseaux. On ne mourra pas de faim, on n'a pas de... Donc pour moi, non, je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui réfléchissent comme ça aujourd'hui. Parce que s'il faut encore plus de preuves que ce qu'on a là, je ne sais pas ce qu'il faut encore. Encore plus en parler, quoi. Marteler. Ouais, c'est ça. Et puis avoir la foi dans l'homme, quoi. Quand même, quoi. Se dire... C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et je finirai par ça, mais c'est Edgar Morin, je crois, c'est lui qui parlait qu'aujourd'hui on est arrivé dans une société qui est industrialisée, même l'homme, en fait, on est industrialisé. C'est-à-dire que progressivement, on a réussi à créer une espèce de chaîne de production humaine, c'est-à-dire on travaille pour créer de la richesse, pour dépenser de la richesse en vacances ou en besoins qu'on n'a pas besoin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme une chaîne de travail. On est là et on se rend même plus compte. Et l'homme s'est complètement perdu là-dedans. On a commencé à industrialiser l'homme, quoi. Et tout doucement. Et au profit de quelques-uns en haut, quoi. Et ça, c'est... Quand tu rends compte que les gens arrivent au boulot en rentrant de vacances, la première chose à laquelle ils pensent, c'est déjà reposer des vacances, quoi. Tu te dis, t'as un problème dans ton job, mec, tu réfléchisses un peu, quoi. Et puis derrière, cette course, toujours ta plus grosse voiture, t'as déjà eu une belle voiture l'année dernière, mais 2 ans après, tu as compétition, tu as trop de téléphone, machin, truc. Ah où, quoi. Ouais, quand est-ce qu'on va voir la limite de tout ça, quoi. Tous ces besoins futiles qu'on nous a dit, oui, c'est nécessaire, c'est primordial. Non, prenez un peu de hauteur sur votre vie. Donc c'est pour ça, moi, les conseils, c'est ouvrez les yeux, quoi. Et puis, laissez aller, C'est ce qu'il faut, Je te remercie. Avec plaisir. Ce sont sur ces mots et ce sourire que se termine cet entretien. J'espère que vous avez apprécié. Merci à Jean-Charles pour son accueil et merci à toutes celles et ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite.